Bon, alors on va écouter à présent Marie-France Borot, qui a été maître de conférence en littérature française à l'université de Barcelone, qui avait fait sa thèse de doctorat sur Blaise Cendrars, dont elle nous reparlait tout à l'heure, qui a par ailleurs étudié Lacan et qui s'est particulièrement employé à appliquer Lacan et la psychanalyse à l'analyse textuelle. Donc psychanalyse et littérature, c'est son principal axe d'étude. Et elle s'est beaucoup intéressée à la littérature du XIXe siècle aussi, puisqu'on lui doit notamment des études et des travaux sur Gustave Flaubert, sur Maupassant ou sur George Sand. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est d'Alexandre Dumas dont elle nous parle, et plus particulièrement d'un roman qui, pour le coup, est un roman célébrissime, Le Comte de Monte Cristo, mais que Marie-France va envisager très certainement sous un jour original et nouveau. Je vais me replier pour ce Merci. Ce Monte Cristo-là, pour moi, il se situe dans le XIXe siècle, qui est le siècle de la psychiatrie, d'une part, et de la psychanalyse. La psychanalyse, elle naît à la fin du siècle, elle n'est pas née de rien. Et l'idée, c'est que des écrivains, sans le savoir, ont des intuitions. Bien. Donc, Pline l'Ancien, repris par Dumas, raconte que les riches Romains avaient l'habitude de montrer vivant la dorade et le mulet qui devaient être servis. Amphitryon non moins fastueux, le comte de Monte Cristo fait aussi apporter à ses invités une dorade vivante. La voir mourir est un spectacle amusant, car en mourant, elle changeait 3 ou 4 fois de couleur et, comme un arc-en-ciel qui s'évapore, passait par toutes les nuances du prisme. Signe du luxe et du raffinement suprême du conte, le poisson aux couleurs changeantes ne serait-il pas l'animal totémique de ce protagoniste qui passe d'une identité à une autre en virtuose de la métamorphose, pour le plus grand plaisir du lecteur évidemment, toujours prêt à devenir autre en se glissant dans la peau d'un personnage, surtout si celui-ci est divers, mystérieux et possède le trésor fabuleux de l'île de Monte Cristo, nouvelle El Dorado. La dorade et le comte ont la mer en partage. C'est leur lieu de vie. Où habite le Seigneur, qui se fait appeler Sinbad le marin? Il habite sur la mer. Tout à la fois Sinbad, le pauvre portefeu, et Sinbad le marin, Edmond Dantès, le jeune Marseillais, est aussi le frère d'Ulysse. À l'instar de l'Odyssée, le roman d'Alexandre Dumas bruit des rumeurs de la mer et des techniques de navigation. Edmond Dantès apparaît sur la mer, et c'est sur la mer qu'il sort de la fiction, laissant à quai des protagonistes et le lecteur qui essuie une larme en apercevant leur héros sur la ligne d'un bleu foncé qui séparait l'horizon de la mer Méditerranée. Romancier fraternel, Dumas manie la mélancolie des départs. Ma non troppo. Son roman inconclusif peut laisser penser que la riche vie de Monte Cristo continue dans la beauté des mondes et dans l'ouvert. C'est au grand récit fondateur des aventures humaines, l'Odyssée, les 1001 nuits, qui affirme le pouvoir des mots sur la mort que puise Alexandre Dumas. Mais aussi, il puise subrepticement au romanesque saga familiale. Son père, Thomas Alexandre David de la Paillerie, mulâtre devenu général des armées de la Révolution, était né d'une esclave, Marie-Césette Dumas, esclave de Saint-Domingue, et d'Alexandre Antoine David de la Paillerie,
obro-normand en malaventure, dit Claude Chope, qui est cet obro, n'avait pas hésité à vendre 3 de ses enfants. Le plus grand des Dumas, affirmera Anatole France, c'est le fils de la négresse. C'est le général Alexandre Dumas de la Paillerie. Il offrit 60 fois sa vie à la France et mourut pauvre. Une pareille existence est un chef-d'œuvre auquel il n'y a rien à comparer, sauf l'admirable comte de Monte Cristo, vengeur implacable qui corrige les destins. Avec une plume, de l'encre et du papier, les armes de la vengeance, l'écrivain, en juste descendant de la négresse, dont le nom Douma signifiait dignité, va restaurer la dignité du père jeté dans les geôles de Ferdinand IV, dont il sortira souffrant, et injustement mis à l'écart par Napoléon. Donc, l'ombre invisible du père herculéen plane sur cet énorme roman. Le comte de Monte Cristo est ce que les Grecs appelaient un colossos, un colosse, une statue colossale, qui n'est pas l'image du mort, mais un double. Et ici, en l'occurrence, c'est un double héroïque. Aux origines donc, la vie est un roman. Seul le roman saura dire la vie, ses aventures. Seul il peut éclairer les destins opaques, les mystères de notre sort, comme disait Madame de Staël, et ces choses que nous ne comprenons pas, l'amour, la mort. Seul le roman, qui donne une vie au désordre de l'existence, peut donner un sens au vide insensé. Le fils du général s'empara d'un genre conquérant. Naguère honteux, le roman régnait désormais sur la vie littéraire et tout particulièrement en ces temps d'expansion de la presse sur le feuilleton. Né avec de nouvelles aspirations à la liberté et au bonheur, ce genre en est l'expression et s'accommode mal des théocraties. À l'alenquer des tragiques, Dumas oppose en un mouvement perpétuel l'aventure humaine comme volonté de conquête. On fait la guerre, on conquiert. Ce romancier à l'appétit de vivre sans pareil déverse la vie à foison sur d'inoubliables aventuriers qui courent d'action en action, de rebondissement en rebondissement, jouant leur vie comme une partie sans cesse relancée dans laquelle les rencontres avec la mort ne sont pas esquivées. Entre mer et ciel surgit Edmond Dantès, un jeune homme au geste rapide et l'œil vif. Il y avait dans toute sa personne cet air de calme et de résolution particulier aux hommes habitués depuis leur enfance à lutter avec le danger. Comme Bonaparte, franchissant le col du Saint-Bernard, sur son fougueux cheval blanc à l'assaut des cimes, tel que le peignit Jean-Louis David, Dantès, le marin, domine son embarcation, qui se glissa aussi rapidement qu'il est possible de le faire au milieu de 1000 barques qui obstruent l'espèce de rue étroite qui conduit entre deux rangées de navires de l'entrée du port au quai d'Orléans. La manière d'être, les gestes précis, la capacité de maîtrise dans les situations risquées construisent le héros. L'aventurier d'Homère, Ulysse, fin marin aussi, avait Athéna pour allié substantiel dans ses entreprises. Mais en ce 19e siècle positiviste, les dieux se sont tus. Héros moderne, Edmond Dantès est seul, aussi isolé que l'îlot de Monte Cristo, dont il portera bientôt le nom. Et il ne peut compter que sur sa force de caractère, son courage, son intelligence extrême et sa perspicacité, aussi grande que celle de Vautrin, alias Carlos Herrera, autre virtuose en métamorphose, dont l'œil semblait aller au fond de toutes les questions, de toutes les consciences, de tous les sentiments. Monte Cristo surplombe les autres personnages. L'élévation inscrite dans son nom motivé, Edmond, Monte Cristo, est la marque de ce surhomme. Mais Edmond est aussi dantesque, promis par sa nomination à un destin dantesque, tout à la fois terrifiant et grandiose. Sur les pas de Dante, Dantès descendra dans l'enfer du château d'If pour y devenir Monte Cristo. Héros christique. Sa descente dans la tombe du cachot, lieu de mort lente, est une montée au Golgotha.
Mort au monde, jeté dans la mer comme un cadavre dont il a osé prendre la place, il réussira à sortir du sac utérus et renaîtra en naufragé. Mais la naissance, assure Lucrèce, le poète philosophe, est semblable à un naufrage. Passé cette épreuve extrême, il renaît à la vie. Et vivre, c'est sentir, percevoir, se mouvoir, se nourrir, peu, contrairement à Porthos, capable de manger un entier, un agneau à la broche, n'est-ce pas? Mais c'est avoir soif de science, jouir de la beauté, aimer, frémir sans le montrer, être d'une curiosité insatiable, celle qui, dit Baudelaire, précipite certains poètes dans les amphithéâtres et les cliniques et les femmes aux exécutions publiques, et Monte Cristo au spectacle barbare de la Mazzolata, pour étudier comment les individus supportent ce suprême passage de l'être au néant. Et c'est enfin être là, au milieu de ses amis et de ses ennemis, à poursuivre inlassablement un projet de vengeance. Et au bout de 1000 pages, car le romancier s'est tressé à l'envi les fils multiples des vies croisées, et plus que tout l'art de différer le dénouement. Donc au bout de 1000 pages et plus, le lecteur pourra s'écrier avec Donasiade qu'il est terrible et prodigieux et téméraire Sinbad le marin, alias Monte Cristo, maître es métamorphose. Revenu à la vie en société, le voilà au prix de la cadaille de Carderousse, se faisant passer pour italien, afin de suivre la piste de ses bourreaux. Il est donc là, vêtu de noir et coiffé d'un chapeau à 3 cornes. Il est l'abbé Busoni, émule de l'abbé Faria, qui sait faire parler ceux qui ne le veulent pas. Devant le maire de Marseille, puis chez l'armateur Morel, il apparaît vêtu d'un frac bleu barbeau, d'un pantalon de nankin et d'un gilet blanc, et il a maintenant la tournure et l'accent britannique. Ces notations, qui soulignent les dons mimétiques de Monte Cristo, alias Lord Wilmore, premier commis de la maison Thomson & French, sa virtuosité à passer d'un rôle à l'autre à la barbe de ceux qu'il veut tromper, enchantent le lecteur qui s'est identifié au héros vengeur. Alexandre Dumas n'a pas sa pareille pour nouer des liens de complicité avec son lecteur. Lorsque Danglars, le méchant, se met à chercher des informations sur le conte, c'est à l'abbé Busoni, puis à Lord Wilmore, que l'adresse le narrateur complice. À changer de vêtements, de langue, de nom, le nom même est une apparence, ce personnage pourrait être une figure du moi, dont Lacan nous dit que c'est un objet fait comme un oignon. Un moi à la recherche de jeux à l'identité toujours mystérieuse qui tente de se réapproprier sa vie. Au centre de ce long récit, la métamorphose essentielle, c'est la transformation intérieure d'Edmond Dantès en comte de Monte Cristo. Le juvénile marseillais, confiant jusqu'à la naïveté dans l'existence et dans les êtres, victime impuissante d'une dénonciation infâme, va se changer en comte tout-puissant et savant. Au prix d'un passage initiatique par la prison et d'un long travail sous l'égide de l'abbé Faria, qui lui prodigue le trésor de ses connaissances et celui du cardinal Spada, Edmond Dantès est l'objet d'une triple mue intellectuelle, sociale et psychique. Au contact de l'abbé italien, vivante encyclopédie, il lui vient une soif de science aussi démesurée que celle de son initiateur. Avec Faria, le marin naît à la culture et au monde des idées. Il apprend 3 ou 4 langues, les mathématiques, la physique, la chimie, la philosophie, le droit, les us et les coutumes. Comme de Vautrin, une fois de plus, on peut dire de Monte Cristo qu'il connaissait tout, les vaisseaux, la mer, la France, l'étranger, les affaires, les hommes, les événements, les lois, etc. Mais lui, Dantès, va acquérir l'art de la politesse indispensable à la vie sociale.
L'abbé, homme du monde et du grand monde, avait en outre dans ses manières une sorte de majesté mélancolique dont Dantès, grâce à l'esprit d'assimilation dont la nature l'avait doué, sut extraire cette politesse élégante qui lui manquait et ces façons aristocratiques que l'on n'acquiert d'habitude que par le frottement des classes élevées et la société des hommes supérieurs. Le frustre marseillais s'est converti en honnête homme. Il sait converser, il a le goût sûr, ses tenues sont toujours parfaites. Il sait dominer ses émotions et semble avoir fait sien l'impératif d'impassibilité du dandy, non pour le plaisir de ne s'étonner de rien, mais pour mener à bien son secret dessein. La grande aventure La grande aventure du comte de Monte Cristo est l'avènement d'un nouvel être. Grâce à sa rencontre avec l'abbé Faria, avec lequel il noue une relation de transfert, c'est-à-dire un amour qui s'adresse au savoir, naît en lui un désir de comprendre ce qui lui est arrivé. Cet homme, si intelligent, si profond, verrait peut-être clair dans l'obscurité de son propre malheur, où jamais lui-même n'avait rien pu distinguer. Il met ainsi l'abbé en sujet supposé savoir, c'est-à-dire en position d'analyste. Alors, vous vous prétendez innocent du fait qu'on vous impute? Complètement innocent. Voyons, dit l'abbé, racontez-moi donc votre histoire. Phare dans la nuit du non-savoir, Faria va amener Dantès à reconstituer son histoire en lui apprenant à mettre en relation des éléments épars et à trouver par le raisonnement, les déductions, la logique des enchaînements. Si vous voulez découvrir le coupable, cherchez d'abord celui à qui le crime peut être utile. À personne, mon Dieu, j'étais si peu de choses. Ne répondez pas ainsi, car la réponse manque à la fois de logique et de philosophie. On a souvent reproché à Dumas, feuilletoniste payé à la ligne, sa propension à multiplier les dialogues, expression de la paresse et de la routine, disait Blanchot, à ramener l'art de la conversation dans ses longs récits, d'aérer la narration ou, comme ici, de mettre en scène un processus de maïeutique. Qui vous a interrogé? Est-ce le procureur du roi, le substitut ou le juge d'instruction? C'était le substitut. Jeune ou vieux? Jeune, 27 ou 28 ans. Bien. Pas corrompu encore, mais ambitieux déjà. Quelles furent ses manières avec vous? Douces, plutôt que sévères. Lui avez-vous tout raconté? Tout. Et ses manières ont-elles changé dans le courant des interrogatoires? Un instant, elles ont été altérées lorsqu'il eut lu la lettre qui me compromettait. Il parut accablé de mon malheur. De votre malheur? Oui, oui. Et vous êtes bien sûr que c'était votre malheur qu'il plaignait? Incisif, bon, je continue pas. Incisif, nerveux, le dialogue met en scène l'art de poser les questions qui, du non-savoir, font émerger un désir inconscient qui bouleverse le héros et opère en lui une mutation. Je suis fâché de vous avoir aidé dans vos recherches, dit l'abbé, parce que je vous ai infiltré dans le cœur un sentiment qui n'y était point. Le lecteur assiste de visu à l'émergence de l'affect de la vengeance. Sur le visage de Dantès s'imprime alors une raideur et une fermeté qui accusaient une résolution prise. Foyer incandescent, le désir de vengeance devient le mobile de toutes les actions du héros et donc le ressort dramatique du roman. Lorsque l'abbé Faria explique à Dantès tout ce qu'avec 13 ou 14 millions de fortune, un homme pouvait faire de bien à ses amis, Dantès songeait, lui, combien un homme de 13 ou 14 millions de fortune pouvait faire de mal à ses ennemis. Le garçon rangé qu'avait connu sa fiancée Mercedes Herrera, cousine de Carlos Herrera, s'est métamorphosé en vengeur implacable. Rôle qu'il endosse sans culpabilité, que le Dieu vengeur me donne sa place. Né d'un sentiment d'injustice intolérable et d'une douleur insoutenable, la vengeance de Monte Cristo n'est pas une riposte à une colère,
Pensée, programmée, elle sera longue et personnelle. Le vengeur ne délèguera pas aux tribunaux cette vengeance, parce qu'ils ne font que sanctionner, alors qu'il s'agit de réparer une blessure narcissique, de restaurer l'intégrité de la personne et sa dignité. Ce que j'ai le plus aimé au monde, après vous, Mercedes, c'est moi-même, c'est-à-dire ma dignité, c'est-à-dire cette force qui me rendait supérieure aux autres. Cette force, c'était ma vie. De victime, l'offensé devient sujet souverain. Et dans la traque de ses ennemis, Monte Cristo fait montre du même caractère de justice et d'inflexibilité qui était celui du général Dumas. Tantôt Hérénie inflexible, réclamant la loi du talion pour ses ennemis, tantôt bienveillant, je fais le lapsus avec bienveillante, les Euménides, tantôt bienveillant pour ceux qui le méritent, Monte Cristo, alias Wilmore et Sinbad le marin, évitera la banqueroute et donc le suicide à l'armateur Morel, homme juste, et sauvera d'une mort prématurée Valentine, la fille de Villefort, son ennemi, mais fiancée secrète de Maximilien Morel. Pour accomplir sa vengeance, l'homme supérieur doit descendre dans l'arène sociale. Avec lui, le lecteur ne fréquentera pas les classes laborieuses et n'explorera pas les bas-fonds de Paris et leurs mystères, mais les hautes sphères du pouvoir politique et financier de la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe, le roi citoyen. Enrichissez-vous, améliorez la condition morale et matérielle de la France. L'injonction de Guizot, le ministre huguenot, avait été entendue. Les ennemis de Monte Cristo avaient prodigieusement prospéré. Au prix d'injustices graves, Villefort, l'ambitieux royaliste, fils d'un père bonapartiste qu'il renie, était maintenant procureur du roi, inatteignable car retranché dans cette position comme dans une ville forte. L'auteur de la lettre de dénonciation, Danglars, le comptable à la dent dure avec ses subordonnés, était baron et banquier coutumé des spéculations et des détournements d'argent. Fernand, son complice, enrôlé dans l'armée lors des 100 jours, s'y était enrichi en vendant des fournitures. Traite à répétition, il avait finalement trahi, vendu, assassiné son bienfaiteur Ali Pacha. Et dans cette société dominée par l'argent et l'hypocrisie, s'était hissé au rang de comte et pair de France. « Vous êtes vraiment un homme prodigieux, dit Danglars. Et les philosophes ont beau dire, c'est superbe d'être riche. » Seule la fortune a droit au respect, avait déclaré Guizot aux électeurs de Lisieux. Albert de Morcerf ne pensait pas autrement. Si je n'étais pas vicomte, je ne serais plus rien, tandis que vous pouvez sacrifier votre titre de baron et vous resterez toujours millionnaire. Dans ce roman à effet de réel, comme chez Balzac, l'argent règne. Mais ici, l'argent des financiers se mêle à l'inépuisable richesse des comtes. Monte Cristo, l'île au trésor, peuplée de contrebandiers, atout de la caverne d'Ali Baba et des 40 voleurs. La richesse, et il faut la richesse des 1001 nuits pour payer la vengeance que le lecteur attend d'un vengeur sans reproche dans ce monde de canailles. Afin d'exécuter sa vengeance, le vengeur avançait masqué. En effet, dans sa métamorphose en Monte Cristo, Edmond Dantès a disparu. Seul reste son nom, jamais prononcé. Monte Cristo, l'homme à la pâleur persistante, est le spectre de Dantès. « Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous donc » demanda Villefort. « Je suis le spectre d'un malheureux que vous avez enseveli dans les cachots du château. » À ce spectre, Dieu a mis le masque de Monte Cristo. Seule la profération du nom
fera apparaître Dantès la révélation du vengeur et la révélation d'un nom. Et lorsque le nom, toujours caché, absconditus, comme on le dit de Dieu, quand ce nom résonne, il foudroie. Je suis Edmond Dantès. Danglars ne poussa qu'un cri et tomba prosterné. Telle est la puissance du nom. De même, en cette chasse noble, le nom de Dantès sonnera l'hallali de mort cerf. Il suffit que le comte profère « Je suis Edmond Dantès » pour que Morcerf se tue. Le nom authentifie l'acte de vengeance. Qu'est-ce qu'un acte d'ailleurs, sinon ce qui peut être authentifié par le nom? Donc, plus que tout, Danglars, lui, aimait l'argent. Monte Cristo le ruinera. En faillite, le banquier s'enfuit en Italie et se retrouve entre les mains des bandits, amis du comte, tel l'avare d'un chapiteau de Notre-Dame d'Orcival, entre les démons qui cherchent à voler la grosse bourse qu'il porte autour du cou. Pour ne pas mourir de faim, il devra rembourser des sommes exorbitantes. Dépouillé de son magot, du magot qui lui restait, il aura la vie sauf. Un sort plus terrible attend Villefort. Ayant condamné sa deuxième femme, empoisonneuse familiale, l'ayant condamnée au poison pour éviter le scandale, lui éviter le scandale de l'échafaud, le procureur découvre en rentrant chez lui non pas un, mais 2 cadavres. À la vue de son enfant tué par sa mère, avant que celle-ci ne se suicide, Villefort devient fou. Témoin de ce meurtre, Monte Cristo n'est plus l'impassible comte. Pâle, l'œil morne, la poitrine oppressée, tous les traits de cette figure ordinairement si calme et si noble étaient bouleversés par la douleur. Profondément ébranlé par ce spectacle digne des tragédies antiques, le vengeur comprit qu'il venait d'outrepasser les droits de la vengeance. Il comprit qu'il ne pouvait plus dire « Dieu pour moi et avec moi ». Humain, très humain, le comte de Monte Cristo n'est plus le surhomme inébranlable. Le roman, comme la vie, obéit à la loi du changement. Et nous aimons cet homme bouleversé comme nous avons aimé son sang-froid, son courage, son incroyable métamorphose et aussi sa part d'ombre. Pour conclure, avec ce roman polyphonique qui tient à la fois du roman d'aventure, du conte, de la tragédie, de la comédie et du mélodrame, Alexandre Dumas nous fait passer par toutes les douleurs du prisme des émotions. Son héros en voit de toutes les couleurs et nous, les lecteurs, métamorphosés en dorade, nous voyons rouge quand Villefort condamne l'innocent Dantès, nous avons une peur bleue quand il est jeté dans la mer, nous rions jaune aux hypocrites, avec Haïdé nous voyons la vie en rose, mais surtout, le génie de la vie, Dumas, nous fait passer des nuits blanches en nous donnant une soif de lire sans fin, qu'il en soit loué, et son ami. Merci. Je voulais dire aussi que soit loué et combien, Angels, tu nous as organisé depuis des siècles, je dirais plutôt, 20 ans après, nous voilà des siècles, tu nous as organisé des colloques magnifiques, et 20 ans après, nous sommes encore là. Mais que soit loué Carmin, qui reprend l'héritage avec brio, et merci pour votre amour de la littérature et de la France. Ce qui n'est pas une chose toujours partagée dans notre profession. Alors, merci vraiment. Je suis très contente d'être ici à nouveau. Nous vous remercions vivement pour cette communication extrêmement inspirée et inspirante du conte de Monte Cristo, que vous renouvelez en quelque sorte. On a beau connaître ce roman, l'avoir lu et relu
On vous a écouté avec beaucoup de stimulation et de plaisir, parce que vous renouez aussi à travers cette communication avec peut-être un des principes centraux de de ce héros, et plus généralement de cette esthétique, de cet art romanesque de Dumas, qui est justement le plaisir d'éblouir, une certaine forme de merveilleux, qui passe dans le cas de ce roman notamment par ces métamorphoses, dont vous avez analysé les différentes étapes. Alors, s'il m'est permis de lancer la discussion, moi j'aimerais bien vous inviter à revenir peut-être sur la toute dernière métamorphose de Monte Cristo, puisque on a cette métamorphose initiale, et je crois que Marianne va nous la donner bientôt à écouter, cette métamorphose initiale d'Edmond Dantès en comte de Monte Cristo, qui préside ensuite à la trajectoire du personnage. Et puis à la toute fin, vous y avez fait référence à la fin de votre communication, constatant qu'il a outrepassé ses droits et que sa vengeance a provoqué la mort d'un innocent, c'est-à-dire ce jeune fils de Villefort. Monte Cristo a un mouvement de quelque chose qui ressemble à du repentir, à du remords, et un mouvement peut-être de retrait ou de retour vers alors vers quoi justement? Est-ce que c'est vers son personnage premier, celui d'Edmond Dantès? Est-ce que vous l'analysez comme un dépassement et comme un nouveau personnage qui se dessine, celui qui s'évanouit à la fin du roman vers un horizon un peu indéfini? Comment vous interprétez ce dernier avatar finalement de Dantès? Votre question est extrêmement intéressante et pertinente, et je l'ai escamotée en raison du temps. D'ailleurs, le roman ne nous permet pas complètement de le dire, mais il est évident qu'on ne peut pas dire que le monde de Dumas est un monde manichéen et que ses héros sont d'une pièce. Monte Cristo, justement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'après avoir construit ce surhomme, on va le dire comme ça, il y a cet homme bouleversé. Alors, la vengeance, il s'était assimilé à une sorte... La vengeance était aussi une manière d'affirmer sa toute-puissance. C'est-à-dire que là, il y a toute une... Chez Dumas, là, il y a toujours la toute-puissance, quelque part, qui est là. Et là, tout d'un coup, je ne crois pas que ce soit un retour, peut-être, à Dantès, mais c'est que dans le conte, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une... Peut-être aussi un ébranlement, je ne sais pas s'il faudrait dire narcissique, il y a un ébranlement. Alors, les chrétiens diraient le repentir, moi je crois... Je ne crois pas que ce soit le repentir, c'est peut-être là... C'est moins du repentir que la peur d'être allé trop loin, de s'être aventuré trop loin. C'est plutôt une peur. Il est pâle d'ailleurs. Cette pâleur, quand on se repent, on n'est pas forcément pâle. Vous voyez, cette pâleur, c'est plutôt l'image d'un effroi. Comme si un trou, quelque chose, c'est de l'ordre... Moi, j'écarte, on dit repentir... Il n'est pas chrétien tellement, c'est plutôt devant le trou. Parce qu'aussi, la vengeance, chez Dumas, c'est une force. La vengeance, je voulais le développer, mais je n'ai pas eu le temps, la vengeance maintient, le projet de vengeance maintient en vie, le maintient vivant. Mercédès, quand il retrouve la femme aimée, elle lui dit... Moi, j'ai des cheveux blancs, des cheveux gris, je crois, etc. Mais vous êtes toujours jeune et beau. La vengeance a une vertu, comme on le dit au sens latin du mot. Elle est source de vie, d'une certaine manière. Je ne sais pas ce que tu en penses de Monte Cristo chrétien. Moi,
C'est formulé dans un langage qui reste oui, bien sûr. d'un christianisme oui. un peu conventionnel, ça se joue, mais votre interprétation est plus stimulante, parce qu'on sent bien que chez Dumas, ce langage, effectivement, il n'est pas totalement oui, mais c'est le langage qu'il a. Adéquat. Exactement, c'est comme tout à l'heure quand on parlait de l'antisémitisme. Ils étaient là-dedans, enfin, ils étaient dans l'antijudaïsme. Bon, donc, effectivement, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude, du christianisme Non, je ne sais pas, c'est peut-être pas forcément le christianisme, je ne sais pas. Je crois que la notion de Dieu chez l'humain est très fluctuante. On a l'impression que parfois ils disent la nature, la providence, Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Peu de choses pour j'ai l'impression. Ils nomment les choses de façon indifférente, il n'y a pas de. C'est le contraire de doctrinaire. Et je crois que là, non, on ne peut pas dire que ce soit. Même si on peut lire le roman comme le passage de l'Ancien au Nouveau Testament, c'est-à-dire toute la première partie, c'est le courage et le jeu de l'ange, et au dernier moment, il y a justement cette notion où on entre dans le Nouveau Testament avec le pardon plus ou moins accepté, mais il y a la notion de pardon, on n'est plus dans le courage de tout ce massif de l'argent. Donc ça peut s'inspirer. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, enfin, je reviens, attendez, petit détail. La vengeance, là, il est ébranlé, le mot ébranlé. Parce que, par exemple, dans la punition de ces bourreaux, le premier, le plus l'instigateur de son malheur, c'est Danglars. Or, Danglars a la vie sauve. Et cet épisode se situe après la mort de l'enfant. Hein? Donc, c'est ça qui fait que Dumas n'est pas manichéen. Et c'est subtilement fait, ça. Hein? Je crois que ce qui est fondamental dans ce personnage, au fond, et peut-être chez Dumas, c'est la volonté de puissance. Il était puissant, enfin, d'une certaine manière, la puissance de Dumas, on va la dire dans tous les sens, sa puissance vitale, sexuelle, sa pulsion romanesque. La pulsion romanesque de Dumas, elle a sa source dans la libido, dans une libido exubérante. Mais c'est une volonté de puissance, à mon sens, qui s'accompagne toujours de jeu, c'est-à-dire d'une conscience aussi de ses, malgré tout, de ses, peut-être de ses limites, ou en tout cas aussi de sa facticité, de son caractère éphémère. Oui, oui. Parce qu'avec Monte Cristo, on est aussi perpétuellement dans la théâtralité, dans la mise en scène de soi, avec parfois une sorte d'exhibition des ficelles aussi. Et donc dans une certaine réflexivité aussi qui fait que, je trouve, on est amené à se distancier aussi de cette toute-puissance, autant que d'y adhérer fantasmatiquement. Ah mais oui, donc, mais c'est une ambivalence aussi. Absolument, mais c'est un fantasme, disons, c'est le fantasme de la toute-puissance, tout en sachant très bien que c'est pas ça. Hein? Et c'est pour ça que d'ailleurs, Monte Cristo, c'est quand même curieux, hein, il se nourrit très peu. Moi, je trouve qu'il y a un côté presque baudelairien chez Monte Cristo. On pourrait se demander. Bon, il y a des aspects de dandy un peu, mais surtout, il y a aussi la confiture verte, hein, mangeur de hashish. Il y a quand même des aspects très inquiétants de Monte Cristo. C'est quand même. Et la pâleur, alors la pâleur, c'est la pâleur du spectre. Bon. Du vampire. Et du vampire aussi, puisqu'il apparaît, oui, mais le vampire, mais le vampire, qu'est-ce que c'est? Le vampire, c'est celui qui enlève la puissance de l'autre. Donc, effectivement, c'est ça, Monte Cristo.
Je crois qu'il y a un côté, bien sûr qu'il y a un côté vampire chez Monte Cristo. Et puis il y a à la fois ce désir de vivre tout, et puis on mange peu. Et chez Dumas, manger peu, c'est quand même. Est-ce qu'il ne veut pas manger chez ses ennemis aussi? Oui, il y a ça. Le pain et le Il y a sel, ça. comme les orientaux. Oui, tout à fait. Mais même quand tu es là, il mange peu. C'est un détail. Oui, ah ben oui, il y a toujours l'ennemi. Je sais pas. Angèle, si tu avais une question? Non, mais en réalité, plus que vengeance, plus passion, c'est un besoin de justice. Et quand il a ces repentir, pour ainsi dire, quand il y a cet ébranlement, c'est qu'il se rend compte qu'il est humain et que la justice, c'est pas à lui de la donner. Il est tant bon, il ressent dans sa fragilité. Moi, je pense. Tu vois, non, c'est plus qu'un désir de justice. Bon, il veut que justice soit faite, mais il ne délègue pas aux tribunaux. Normalement, ce qui rend justice, c'est le tribunal. Or, lui, c'est sa vengeance personnelle. Mais c'est sa vengeance personnelle parce qu'il s'agit, au-delà, je crois, d'une blessure narcissique. Ah oui. C'est bien plus, tu vois. C'est pas seulement rendre justice. Mais la justice n'existe pas et c'est à lui. Oui, bon, il y a ça, si tu veux, mais plus profondément dans l'économie du récit, je pense qu'il s'agit... il faut réparer. Parce que en filigrane, c'est ce que j'ai indiqué dans l'introduction, je crois qu'en filigrane, ici, Dumas se venge de la vie un peu terrible du père. Le père, il a été aussi... Le père a été dans les geôles du roi des deux Siciles. Il y a beaucoup d'aspects, il a été méconnu en fait. Je crois que Monte Cristo, en quelque sorte, en subrepticement, si vous voulez, il y a quelque chose d'une réparation qui est la réparation de la vie du père, entre autres choses. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais pas avoué. C'est pour ça que j'ai dit un colosse. Un colosse, l'image du colosse, hein, c'est ce substitut c'est un substitut, c'est une sorte de statue colossale, c'est un substitut qui n'est pas l'image mais un double agissant inquiétant. Alors il y aurait aussi une autre chose à traiter, hein. C'est par la bande, c'est pas très important, c'est le poids des pères. Monte Cristo n'a pas de mère en revanche. Oui. Et elle est absolument pas mentionnée, je crois. Oui. C'est une figure maternelle qui, là, c'est vraiment un trou pour le coup béant. Enfin, il n'y a pas de. Mais oui. Il y aurait un autre sujet, c'est Dumas et les femmes. J'ai beaucoup été. Ce que tu as dit, Carmen, tu as parlé de l'érotisme, hein, avec les négresses, comme on disait. Je dis négresse parce qu'à l'époque, on disait négresse. On a dit nègre en France jusque dans les années 30. Il y avait le bal nègre, où allaient tous les surréalistes, etc. Donc, oui, tu disais ça. Chez Dumas, dans ses descriptions de femmes, en t'écoutant, je me disais, mais finalement, c'est pas si érotique que ça. On aime des femmes, on les aime. Hein? Il y a un ouvrage qui va bientôt paraître sur le désir chez Dumas. Ah, c'est intéressant. Les formes, les imaginaires de l'éros chez Dumas. Oui. Donc, voilà, ça c'est génial. Une présentation de une exploration de Dumas sous cet angle précisément de l'érotisme, du désir, de l'amour sous différentes. Oui, parce que de l'amour, il y en a. Il y a de l'amour. Mais. Il y a de l'éros aussi. Donc ça, c'est l'ambition de cet ouvrage qui va paraître bientôt de le révéler. Ah, mais vous, qu'est-ce que tu en penses, Claude? Moi, je pense qu'on a découvert dans ce colloque un certain nombre d'aspects, effectivement, qui montrent l'image
c'est assez rare de trouver frontalement des choses érotiques, mais par la bande, on avait réussi à mettre en avant dans certains des romans un érotisme fort, entre autres dans le Collier de la Reine, par exemple, il y a véritablement là une sexualité qui s'affiche très fortement. Oui, peut-être là, oui. Mais Dumas, il est sûr qu'il y a un problème à représenter la femme dans les romans de Dumas. C'est-à-dire, il y a un retour le plus souvent au stéréotype, oui, alors que ces personnages masculins sont ont une plus grande variété, là, ouais. à part la femme blanche et la femme féconde. Ouais. Il y a très peu de place pour un autre type, une autre analyse. On avait quand même bien vu que, je crois que c'est votre sujet, j'ai vu dans cet ouvrage, au Olympe de Clèves, on avait vu qu'il y avait une véritable femme. Ce n'était pas seulement un stéréotype. Il y avait une sensibilité remarquable. La reine Margot, par exemple, c'est une vraie figure érotique, avec en plus un désir actif, volontaire. Donc il y a quand même des figures de femmes qui ne sont pas stéréotypées et qui sont vraiment... Oui, mais c'est pas le plus commun. Non, certainement. Non, le plus commun, c'est malheureusement des types et stéréotypes que l'on déplore un peu parfois, parce que ça enlève de la richesse à certains des thèmes du Mazien. Est-ce qu'on cède la place au texte? Oui. Là, c'est la suite du programme.